Also erstmal begrüße ich Sie herzlich zu unserem Passagengespräch heute Abend. Ich wollte eigentlich damit anfangen, dass ich sage, dass es jedes Mal aufregend und ein Abenteuer ist und das aus verschiedenen Gründen. Heute, und das ist tatsächlich wieder so, heute wegen der Headsets. Ich habe jetzt so verstanden, dass jetzt alle versorgt sind und dass das wenigstens kein Problem sind. Das andere Aufregende war, ob, jetzt kann man es ja sagen, ob Jacques Rancière wirklich ankommt heute Abend. Der ist vor 3 Stunden erst hier eingetroffen. Das war nicht anders einzurichten. Also es ist spannend und es wird immer gut. Ich begrüße herzlich Jacques Rancière, der eben frisch aus Paris und nur für heute Abend zu unserem Passagengespräch eingereist ist. Er ist sicher der perfekte Gast für unser Geburtstagspassagengespräch, denn wir feiern in diesem Jahr 35 Jahre Passagengeburtstag. Und so lange kenne ich Jacques Rancière schon und sogar noch länger aus meiner Studienzeit in Paris. Unvergessen ist seine warmherzige, interessierte Freundlichkeit, mit der er mich damals zu Hause empfing. Das war für Paris ganz ungewöhnlich damals. Jetzt habe ich gute Stimmung gemacht, aber das war wirklich eine schöne Erinnerung. Ich begrüße unsere Dolmetscherin, die ihr auch nicht sehen könnt, die da oben auf der Bühne sitzt. Isolde Schmidt hat extra einen großen Auftrag fahren lassen, um hier mit uns diesen Abend zu gestalten. Das wird heute besonders schwierig für Sie, weil sonst haben wir immer die schon mal hier bei einem Passagengespräch dabei waren, wissen das. Wir haben sonst immer konsekutiv übersetzt, aber unser Gast heute hat sich gewünscht, fühlt sich besser, wenn wir simultan übersetzen. Das ist sehr schwierig für nur eine Dolmetscherin. Wir haben das deswegen so geplant, dass wir das Gespräch auf etwa 1 Stunde limitieren und dann kommt Isolde zu uns auf die Bühne und dann müssen wir machen wir das konsekutiv, unser gemeinsames Gespräch. Zuvor möchte ich, bevor wir in unser Thema gehen, möchte ich mich wie immer und von Herzen bedanken. Es sind sehr viele an dem Zustandekommen so eines Abends beteiligt. Es gab eine wunderbare Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus, mit Lucy Ortmann, Katrin Kölsch, Matthias Riesenhuber und dem Technikteam, die das immer sauber hinkriegen, trotz aller Schwierigkeiten oder Sonderwünsche. Ich danke dem Passagenteam Alexandra Reininghaus und Christina Matic, die sich bei uns besonders darum gekümmert haben, dem Institut Français de Vienne, Herrn Sutter und Herrn Rousseau, der auch hier ist, die diese Veranstaltung finanziell unterstützen. Und ich möchte nicht versäumen, auch dem Botschafter Frankreichs, der leider heute nicht hier sein kann, Gilles Picot, zu danken. Das ist schon etwas Besonderes, wenn ein Botschafter selber ein Intellektueller ist. Das hilft uns sehr bei unserer Mission Impossible hier in Wien und anderswo, das zeitgenössische französische Denken bekannt zu machen. Und da ist jede Hilfe für die Einladung willkommen. Unser heutiger Gast, Jacques Rancière, ist durch seine Arbeitsweise ein Solitär der zeitgenössischen französischen Philosophie. Das werden die meisten von Ihnen wissen, auch wenn es natürlich Anknüpfungspunkte in der Arbeitsweise bei Michel Foucault gibt. Seit seiner Mitarbeit an Althusser's strukturalistischer Marx-Lektüre, die er dann auch kritisiert hat, hat er einen weiten Weg zurückgelegt. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Vielleicht nennt man seine Art zu philosophieren konkrete Philosophie. Er kann das später noch widersprechen. Jetzt darf er nicht. Was heißt das? Das heißt, dass
Jacques Rancière konkrete Situationen, Lebensformen untersucht und also beispielsweise die Situation der Proletarier im 19. Jahrhundert und daraus seine philosophischen und gesellschaftspolitischen Schlüsse zieht. Also die Arbeit, das fällt auf im Kontext der zeitgenössischen französischen Philosophie. Seine Arbeit scheint ihm mehr der Arbeit eines Historikers zu ähneln als der eines Philosophen. Der Wechsel der Themen und der Arbeitsweise, also von einer strukturalen Marx-Lektüre, was sehr Theorie, also Begriffsarbeit damals war, zusammen mit Louis Althusser und Etienne Balibar über die Erforschung sozialer Bewegung, ist er in den letzten Jahren, aber vielleicht schon länger, zu Fragen der Ästhetik und der Kunst übergegangen. Und das macht seine Arbeit sicher auch für viele interessant, die nicht Philosophen sind, sondern eben künstlerisch tätig oder sich mit Fragen der Kunst beschäftigen. Wir werden das sehen. Meine erste Frage, die ich gleich hier an ihn stellen werde, ist, dass er uns vielleicht einen Einblick oder einen Einstieg gibt in diese Entwicklung, uns erklärt, was der Erkenntnisgewinn vom Übergang von einer Begriffsarbeit, wie es viele Philosophen kennen, also die sich auf philosophische Texte beziehen und diese Begriffe analysieren, neu ordnen und so weiter, wie es von dieser Arbeit, von dieser Herangehensweise oder was der Vorteil gewissermaßen seiner Herangehensweise gegenüber dieser traditionellen oder eingeschränkt philosophischen Arbeit ist. Welcher Gedanke steckt hinter diesen Veränderungen deiner Arbeitsweise und der Auswahl der Themen, auf die du dich fokussierst? D'abord, je partirais du fait que j'ai été étudiant en philosophie, mais étudiant en philosophie il y a 60 ans, donc à une époque où, pour diverses raisons, on ne faisait pas de la philosophie tout à fait, disons, de manière traditionnelle. Il se trouve d'une part que je suis contemporain de l'apparition de certains livres, comme l'histoire de la folie, puis la naissance de la clinique de Michel Foucault. Donc, j'ai quand même très vite je suis entré un petit peu dans la philosophie à un moment où des gens, on faisait de manière complètement différente. Non plus du tout en discutant sur les concepts en général ou en discutant sur les œuvres des philosophes, mais proprement en parlant d'institutions sociales, d'institutions médicales, de conflits sociaux, ça c'est une chose. Je suis aussi entré en philosophie à une époque où il y avait une très très forte prégnance du marxisme et disons volonté de renouveler le marxisme. Donc je suis aussi entré en philosophie à une époque où la philosophie était pensée comme ayant immédiatement quelque chose comme un rapport à l'extérieur, disons, voilà, donc je suis un peu entré en philosophie, je l'ai dit une fois, en quelque sorte avec ces textes du jeune Marx qui disaient qu'il fallait en sortir. Donc voilà, je suis entré en philosophie, disons, du côté en quelque sorte, malgré tout, d'une sortie hors de la philosophie, soit par le choix des thèmes, le choix des textes, le choix des archives, soit aussi par véritablement l'impulsion du moment. Cela dit, j'ai quand même commencé par faire un texte qui était un texte académique malgré tout sur le Capital, quoi. Et puis il se trouve que par les hasards de l'histoire, à un moment donné, j'ai été amené à me dire que tout ça, c'était malgré tout, c'était quelque chose qui était une espèce un peu
d'illusion de la science, quoi. Donc j'avais commencé donc avec l'idée qu'on faisait de la science, qu'on disait la science, et puis à un moment donné, bon, cette science aussi, c'est notamment au moment de 1968, cette science marxiste, cette science althusérienne, s'est trouvée, disons, on peut dire, en décalage avec la réalité des mouvements de révolte, la réalité disons, des mouvements sociaux, d'où une interrogation et au début pour moi d'une recherche donc qui était au départ sur toute l'histoire des mouvements ouvriers en France au XIXe siècle, quoi. Bon, ça c'est une première chose, mais après ça, là-dessus, il y a une seconde chose, quoi. Une seconde chose qui, justement, nous conduit peut-être à cette idée du rapport entre politique et esthétique, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur des textes ouvriers du XIXe siècle, des journaux, des brochures, des correspondances, des manuscrits, et en général, quand on travaille sur un tel matériau, puisque c'est les ouvriers, qu'est-ce qu'on cherche? Des descriptions du travail, des histoires de lutte, de grève, ou que sais-je, quoi. Et puis, bon, il se trouve que j'ai été en présence d'une archive, qui était l'archive d'un ouvrier menuisier saint-simonien. Et bon, la première chose que j'y ai vue, c'était une lettre, un échange de lettres avec un ami. Ou qu'est-ce qu'il faisait? Bon, il décrivait un dimanche à la campagne, un paysage, une promenade. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose finalement qui était plus intéressant que de chercher simplement des luttes, des grèves, des revendications sociales. Quelque chose qui était le fait que des gens voulaient participer à une forme de monde, à une forme d'expérience perceptive, disons, voilà, qui en principe leur était refusée, quoi. Donc, disons, c'était un petit peu pour moi le point de départ en quelque sorte, où justement esthétique, ça veut pas dire ça veut pas dire la théorie du beau, ça ne veut pas dire les beaux-arts, ça ne veut pas dire, comme on l'a dit souvent, une espèce de jouissance d'esthète, un peu dans leur tour d'ivoire, ou d'une certaine façon, j'étais en présence, on peut dire, d'une revendication sociale qui était d'abord une revendication esthétique, à savoir des gens qui voulaient avoir affaire à ces formes de jouissance dite esthétique, la jouissance du paysage, par exemple, ou bien aussi, disons, toutes sortes de jouissances du même genre qui leur étaient normalement refusées, quoi. Donc, je dirais que j'ai écrit à partir de ce noyau initial ce livre qui s'appelle La nuit des prolétaires il y a plus de 80 ans maintenant. Donc, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Le temps du paysage, donc il y a 2 ans, quoi. Et pour moi, il y a une espèce de fil rouge, en quelque sorte, qui va de l'un à l'autre, qui fait que je ne suis pas comme certains le pensent, passé de la politique à l'esthétique. J'ai toujours suivi, au fond, le même fil, quoi. Le même fil, à savoir la question de dans quel monde sommes-nous, quel monde percevons-nous, qu'est-ce qui fait monde commun, et qu'est-ce qui dans ce monde commun, disons, fait égalité ou inégalité. Bon, parce que et pour moi c'est quelque chose, voilà, que j'ai continué à suivre. Donc voilà, j'avais affaire à des prolétaires qui voulaient faire autre chose que simplement leur métier ou bien éventuellement lutter, et qui voulaient participer à toutes les formes d'expérience sensible. Et puis voilà, bon, et puis maintenant je viens de faire un livre sur le paysage, où il est question justement du paysage comme aussi une nouvelle forme d'expérience sensible, qui arrive à un moment qui est aussi le moment de la Révolution française. Voilà ce que je pourrais dire. Donc il y a au départ la volonté effectivement de faire de la philosophie différemment, quoi, non pas simplement en développant des thèses philosophiques ou en développant des commentaires. Bon, cela dit, j'ai toujours eu malgré tout, disons, les repères philosophiques en tête. C'est-à-dire que ce qui peut-être fait la spécificité de mon travail, c'est que d'avoir lu un petit peu des textes ouvriers, avec malgré tout toujours Platon ou Aristote ou quelques autres en tête, quoi, ou d'avoir lu des textes sur le paysage, des récits de voyage avec Kant ou Hegel en tête. Voilà ce que je peux dire un petit peu pour ma manière de faire de la philosophie, qui est toujours d'essayer d'entrer en quelque sorte dans des formes d'expérience, c'est-à-dire voir non pas des idées en général, mais des idées en tant qu'elles organisent un monde, qu'elles organisent un mode de perception, qu'elles sont liées à des affects. Voilà ce que je pourrais dire. Also vielleicht, ich möchte auf diesen Anfang zurückkommen, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, dass die proletarischen, also die Untersuchung dieser proletarischen
Kommunikationsformen und der künstlerischen Aktivitäten eigentlich die politische Aktivität der Arbeiterklasse dieser Zeit war. Also du hast eigentlich einen anderen oder den Begriff von Politik erweitert damit. Politik ist eben nicht nur auf die Barrikade gehen, sondern Politik ist auch eine andere Weise der Kommunikation, eine Aneignung von ästhetischen Formen, von Kunst. Kann man das so sagen? Oui, bon, je pense qu'il y a deux choses. Une première chose, je dirais que oui, je pense que la politique a sa spécificité, quoi. La politique comme action collective, comme la question d'un sujet collectif, disons, a sa spécificité, mais que cette spécificité elle-même, je dirais, s'enracine en quelque sorte dans quelque chose de beaucoup plus large, qui est une transformation peut-être disons, d'un espace et d'un temps, transformation dans les modes de perception, dans les modes du sentir, quoi. Bon, ce que j'avais effectivement ressenti à l'époque, c'était que justement, on ne pouvait pas penser les questions de l'émancipation ouvrière à partir simplement de les revendications, les luttes, les problèmes sociaux, et que, bon, émancipation sociale, c'était quelque chose de beaucoup plus large, qui, au fond, la question est, disons, pour ces gens-là, à quel type de monde est-ce que nous avons droit, quoi. Et bon, il y a quelque chose, il y a un texte, bon, disons du côté, un texte de Baudelaire, bon, Baudelaire qui est pas supposé être, disons, un grand philosophe, un grand poète prolétarien, quoi, qui commente un chant célèbre, un chant célèbre au 19e siècle, qui est le chant des ouvriers. Le chant des ouvriers, donc, les ouvriers chantés en 1848 dans la Révolution, quoi. Et bon, dans ce chant des ouvriers, bon, disons, le poète le poète, donc, Pierre Dupont, fait parler des ouvriers, qui dit que, nous aussi, nous aimerions bien, disons, vivre, disons, respirer l'air des parcs, respirer l'air. Et voilà, et Baudelaire commente ça, quoi. Il dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, quoi. À savoir que ces gens qui vivent, bon, dans des greniers, qui vivent dans des endroits sordides, en même temps se déclarent comme capables de jouir disons, des parcs, des palais, donc, qui en même temps leur sont refusés, disons. Et bon, il dit, il y a là quelque chose comme le goût, disons, le goût infini de la République. Le goût infini de la République. Bon, c'est ça, cet élargissement dont on parle. À savoir que la République, par exemple, à l'époque, c'est pas simplement des institutions, c'est pas une constitution. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est l'idée d'une vie égalitaire, bon, élargie, quoi. Où l'égalité, c'est pas simplement une affaire d'institutions, de droits, du fait qu'on a tous les mêmes droits, ou en principe du moins, mais du fait que, disons, les formes d'expérience elles-mêmes disons, reflètent quelque chose comme l'égalité. C'est-à-dire que, bon, il ne s'agit pas simplement d'avoir des meilleurs salaires, pas simplement d'avoir des droits, mais il s'agit de vivre en égaux, quoi. Et c'est ça, bon, qui un petit peu est un des fils, peut-être des directeurs. Bon, si on pense aussi au livre qui s'appelle Le Maître ignorant, quoi, où justement ce qui est au centre, c'est la question de l'égalité, pas disons comme simplement un droit, pas simplement comme quelque chose, comme une mesure en quelque sorte, mais de l'égalité comme une manière de vivre, quoi. Bon, donc j'avais étudié dans Le Maître ignorant donc cette théorie de l'émancipation intellectuelle de Joseph Jacotot, qui dit bon, l'égalité c'est pas quelque chose qu'on doit atteindre, c'est quelque chose dont il faut partir, c'est quelque chose comme une présupposition, et après ça un mode de vérification de cette présupposition. Et bon, là encore, c'est quelque chose qui se joue véritablement dans, disons, dans toutes les formes sensibles de l'existence, puisque surtout on le voit maintenant où on vit dans un monde qui est ultra pédagogisé, quoi, où on nous explique tout le temps tout, quoi. Bon, les médias, les gouvernements passent leur temps à nous expliquer, et bon, c'est-à-dire passent leur temps à créer de l'inégalité, quoi. Et où là, on voit bien que la question de tous les mouvements un petit peu politiques, disons, subversifs, est justement de créer quelque chose, pas simplement comme une revendication de droits égalitaires, mais des formes d'action qui sont aussi des manières de vivre ensemble en égaux. Ich versuche zu verstehen, eben die Erweiterung des Politischen, also durch diese
durch diese Forderung nach ist es eigentlich ein gleiches Leben? Oder, also Egalität heißt ja, die Forderung nach Egalität heißt ja, ein Leben das Leben für alle gleich zu machen. Das heißt auch mit allen Vorteilen für die zurückgesetzt sind, also die Proletarier zum Beispiel im 19. Jahrhundert. Bon, la question, encore une fois, je crois, c'est véritablement de penser, de penser, disons, l'égalité et l'inégalité comme inscrite, je dirais, dans la structure même de notre expérience sensible, quoi. Bon, j'ai souvent commenté deux textes. D'une part, ce texte d'Aristote, bon, célèbre, qui explique que, bien sûr, que la politique vient du fait que les hommes ont le logos, alors que les animaux n'ont que la voix, n'ont que la faune, etc. Et en regard de ce texte, disons, j'ai souvent commenté ce récit de la sécession des plébéiens romains sur l'Aventin, qui est fait par un écrivain aussi du 19e siècle français, Ballanche, qui réécrit le récit, bon, célèbre de la sécession des plébéiens romains sur l'Aventin, en faisant une question toute simple, à savoir, est-ce que les plébéiens parlent ou ne parlent pas, quoi. Parce que, bon, on dit oui, disons là, bien sûr, la politique existe parce que les hommes parlent, mais la question est de savoir exactement à quoi on reconnaît que les hommes parlent, quoi. Et en général, quand par exemple des gens descendent dans la rue pour faire des revendications, les gouvernements entendent du bruit. Bon, ils disent, les gens crient parce que les gens crient, bon, ils souffrent, ils ont un mal-être, ils ont un malaise, etc., et ainsi de suite, quoi. Et bon, dans ce récit inaugural disons, des plébéiens sur l'Aventin, quoi, les plébéiens se réunissent et ils demandent aux patriciens un traité. Les plébéiens disent, un traité, les patriciens, mais ça veut rien dire, parce qu'un traité, c'est entre des gens qui se donnent mutuellement leur parole. Et pour se donner mutuellement sa parole, il faut d'abord être un être parlant, quoi. Or, les plébéiens, ce n'est pas des êtres parlants. Ce sont des gens qui grognent, quoi. Ce sont des gens qui crient, qui grognent. Et alors, les plébéiens, en quelque sorte, font la démonstration que non, oui, ils parlent vraiment, quoi. Et bon, ça, c'était quelque chose qui se reproduit un petit peu, je dirais, tout le temps. C'est-à-dire, et précisément dans l'émancipation ouvrière que j'étudiais, justement. Bon, c'est bien ça qui était en question, quoi. C'était ce qui interrogeait à la fois, disons, non seulement, bien sûr, la parole dominante, quoi, qui dit ce sont des bêtes qui crient, mais ce qui interrogeait aussi la bonne parole de gauche, parce que la bonne parole de gauche, précisément, s'intéresse aux gens quand ils luttent, quand ils crient, quand ils se manifestent, voilà. Mais quand ils se mettent à parler, à raisonner, et puis pire encore, à faire des poèmes, bien sûr, on va se mettre à contempler le paysage. Bon, bien sûr, les gens, la bonne conscience de gauche n'est pas contente, parce qu'ils pensent qu'à ce moment-là, ils sont pas dans leur rôle, quoi. Bon, c'est simplement pour essayer de rebondir sur ce thème un petit peu de l'élargissement et de l'égalité en tant qu'elle existe véritablement dans des formes sensibles. Et bon, ce que j'ai appelé partage du sensible, c'est ça que ça veut dire, quoi. Ça veut dire que l'égalité et l'inégalité, elle existe, voilà, disons de manière sensible, à savoir, il y a des gens qui parlent et on ne les entend pas parler. Il y a des gens qui se rendent visibles et on les voit pas, quoi. Donc, bon, j'ai beaucoup travaillé sur ces problèmes de rapport justement entre audible et inaudible, visible et invisible. Eigentlich wendest du dich damit gegen eine geläufige Auffassung von politischer Repräsentation. Also das Volk kann selber sprechen, es braucht niemand, der für es spricht. Und du holst die Sprache des Sprechens zurück zu den Leuten, kann man das so ausdrücken, und zu deren Wahrheit. Und jede revolutionäre Aktion ist dann eine Aktion dieser Leute und nicht mehr die von einem sie repräsentierenden System oder
Bon, je crois qu'il faut partir disons, du principe que il n'y a pas le peuple et puis le peuple qui soit agit directement, soit est représenté. Bon, disons que il faut là encore, disons, il faut partir du fait que le peuple n'existe pas comme une espèce de substance collective qui préexisterait à ses actes ou qui préexistait à sa représentation, quoi. C'est pas par exemple, c'est pas le peuple qui se représente, disons. Il y a un système de la représentation qui crée un peuple. Le système de la représentation crée un peuple. Le peuple qui, tous les 4 ou 5 ans, disons, va mettre un bulletin dans une urne. Ça crée un peuple. Voilà. Puis il y a d'autres peuples. Il y a des gens qui, il y a des bons et des mauvais, si on peut dire. Le peuple, c'est pas du tout une espèce de vertu primitive qui s'exprimerait librement. Non. Il y a des actions qui créent des peuples. D'une certaine façon, les actions racistes, elles créent un peuple, quoi. Elles créent un peuple justement qui est défini par des traits identitaires, définis par son rapport à un extérieur. Et puis il y a des actions, disons, politiques qui créent un peuple au contraire de l'égalité, un peuple d'égaux, c'est-à-dire un peuple d'une certaine façon où, disons, il n'y a personne qui soit plus intelligent que l'autre, ou plus exactement, personne qui représente l'intelligence par rapport à des gens supposés inintelligents. Voilà, donc, là encore une fois, un peuple, c'est toujours une réalité sensible. Bien sûr, une réalité sensible, ça ne veut pas dire quelque chose de brut. Disons, toute réalité sensible, c'est ce que je pourrais essayer de montrer, toute réalité sensible, en même temps, s'avance avec son interprétation, avec une forme d'intelligibilité. Parler de partage du sensible, ça veut dire que toute forme d'expérience sensible, en même temps, est une matrice d'intelligibilité. Si on reprend cette histoire de la politique, il y a la science politique qui explique les choses, quoi. Et puis, une action politique est toujours aussi en même temps une action de connaissance, quoi. Une action politique, c'est une action qui, en quelque sorte, disons, révèle quelque chose qui n'était pas vu ou pas entendu, qui déplace les lignes, qui déplace même le sens même de ce que ça veut dire, la politique. Das kann man ja sehr gut nachvollziehen, das macht vielleicht auch die Schwierigkeit aus mancher deiner Bücher, du lehnst diese Abstraktionen eigentlich ab, aber neigt Sprache nicht dazu, immer zu abstrahieren? Also wenn du von den Proletariern redest, ist das nicht auch oder wie kannst du von Individuen reden ohne Allgemeinheiten? Drücke ich mich klar aus? Il y a un passage de Hegel, je crois que c'est dans la philosophie du droit, que j'aime beaucoup, quoi. Il dit, il se réfère à Platon, il dit les dialogues de Platon, ça se comprend dans un monde où, disons, la philosophie avait l'impression que, voilà, par rapport à l'espèce de diversité empirique, il fallait créer des notions, des idées abstraites, quoi. Et Hegel dit, chez les modernes, c'est plutôt le contraire, quoi. Chez les modernes, c'est le contraire au sens où des idées abstraites, il y en a tellement. Disons, on vit dans un monde qui est gouverné par tout un réseau, en quelque sorte, d'idées, d'interprétations, oui, il s'agit d'une certaine façon, disons, de faire bouger, de faire vivre, quoi. Et c'est un peu aussi ce que j'appelle moi la question du consensus et du dissensus, quoi. On vit dans un monde où pratiquement tout ce qui nous est donné est déjà préinterprété, quoi. Le consensus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui arrive, tous les jours, une manifestation dans les rues, une grève ouvrière, un meurtre, une action terroriste, tout ça est d'emblée déjà, disons, pensé, interprété, voilà. Et donc, pour dire que le travail de la philosophie, c'est pas un travail d'agenouillement devant l'empirique, le concret, le vécu. Non, c'est pas ça, quoi. C'est d'une certaine façon d'essayer de casser
de casser ce système d'interprétation dans lequel toute chose est prise à l'avance, quoi. Et bon, c'est ce que j'ai essayé de faire, justement, parce que, bon, pour revenir à l'exemple prolétaire, bon, moi, disons, je me souviens quand j'étais jeune, disons, ce que le marxisme nous apprenait, que prolétaire, ça veut dire ouvrier de la grande industrie, quoi. Bon, voilà. Et avant, il n'y avait pas de prolétaire, quoi. Et puis un jour, je suis tombé sur un texte d'un auteur latin du IIe siècle avant Jésus-Christ qui commentait donc disons les anciens textes latins, donc vraiment et il y a une discussion entre deux experts, et l'un demande à l'autre, mais qu'est-ce que ça veut dire prolétaire, ça? C'est un mot où on ne sait plus ce que ça veut dire, donc ça passe au IIe siècle après Jésus-Christ, hein. Pour lui, prolétaire, c'est une espèce de vieux mot juridique, il ne sait plus ce que ça veut dire, quoi. Et l'autre lui explique que prolétaire, ça vient de prolès, prolétaire, c'est celui qui fait des enfants, point. C'est-à-dire prolétaire, c'est l'homme qui simplement n'a pas d'autre, disons, fonction dans la vie que de produire et puis de se reproduire, quoi. Et puis bon, là, c'est une discussion entre des érudits latins au IIe siècle de notre ère. Et puis au XIXe siècle, ça reparaît, quoi. À savoir que, disons, il y a, quoi qu'on dise, à savoir que prolétaire, ça veut dire la grande industrie. Prolétaire, c'est d'abord le sujet politique qui dit « je ne veux pas vivre simplement pour produire et pour faire des enfants », quoi. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais dire sur ce sujet. Parce que ça veut dire que, disons, de casser en quelque sorte les significations établies. Auf dieser Ebene funktioniert das, aber du weißt natürlich auch, dass in der Phänomenologie des Geistes, in der sinnlichen Gewissheit eigentlich diese kruziale Frage gestellt wird, das Hier und das Jetzt, also das Unmittelbare, kann ich nicht erreichen, wenn ich es ausspreche. Ist es schon nicht mehr das Hier und das Jetzt. Also ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Einwand dagegen, dass wir gegen Unmittelbarkeit, aber das führt uns jetzt, glaube ich, etwas in ein Abseits, aber das wäre sicher ein Punkt hier. Gehen wir lieber zur Zeit der Landschaft. Du bezeichnest die Zeit der Landschaft, das ist auch der Titel des neuen Buches von Jacques Rancière, Die Anfänge der ästhetischen Revolution, als ein zusätzliches Kapitel zu deinem großen Buch über Ästhetik Aesthesis. Ein zusätzliches Kapitel. Was fügt dieses Kapitel deiner ästhetischen Theorie hinzu? Bon, j'ai essayé, donc, si on revient à Esthésis, j'ai essayé de penser effectivement la révolution qui, entre, disons, la fin du XVIIIe siècle et pratiquement le début du XXe, quoi, disons, fait sortir du vieux système normatif des beaux-arts pour entrer dans le monde de ce qu'on appelle l'art, quoi. Et bon, ce que j'ai essayé de montrer dans Aesthesis, donc ce livre était construit avec un certain nombre de petites scènes, quoi. Bon, une fois c'était Winkelmann devant le torse du Belvédère, une fois c'était Hegel regardant un tableau de Murillo, une fois c'était, disons, un poète français, Théodore de Banville, en train de regarder des clowns. Bon, voilà, une série de scènes où j'ai essayé de, voilà, justement, à chaque fois, on peut dire, au niveau d'un événement spécifique, singulier, en même temps de voir quel était tout le réseau d'interprétation qui se greffait autour de ça, quoi. Et avec, je pense quand même, disons, une des constantes en quelque sorte, dans ces scènes, c'est la manière donc entre dans l'art à chaque fois quelque chose qui n'était pas censé être de l'art, quoi. Bon, il y a des gens qui veulent absolument que la modernité, ça veuille dire l'autonomie de l'art, des choses comme ça, l'art qui ne s'occupe que de lui-même. Et j'ai essayé de montrer que c'était absolument tout le contraire, quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'appelle révolution esthétique, c'était opéré par une espèce d'inclusion de gens, de choses
ou bien n'étaient pas de l'art, par exemple, bien, bon, je sais pas, le cirque, par exemple, bon, ou bien la technique photographique, ou bien étaient considérés comme de l'art vulgaire, de l'art populaire, bon, du sous-art, quoi. Donc ça, c'était un peu la trame un petit peu générale, c'est-à-dire voir comment, au fond, l'art se constituait comme tel, en incluant des choses qui n'étaient pas censées être de l'art, qui étaient, et bon, par rapport à ça, le travail sur le paysage, qu'est-ce que ça a justement de remarquable, c'est que, bon, le paysage, bon, encore une fois, c'est une notion qu'on peut dire qui est historiquement située, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, au cours du XVIIIe siècle, tout particulièrement dans les textes anglais, mais pas seulement, quoi, disons, voilà, il y a quelque chose qui se crée, qui est l'idée qu'il y a un artiste qui s'appelle nature, quoi. Bon, parce que jusque-là, la nature, c'était quoi? C'était ou bien l'ensemble des choses, ou bien c'était l'ordre, disons, l'ordre intérieur, l'ordre causal, qui, disons, bon, faut organiser disons, cet ensemble des choses. Et puis, petit à petit, très très lentement, bon, la nature devient tout à fait autre chose. C'est-à-dire que, bon, au XVIIe siècle, par exemple, bon, la nature, c'est quelque chose de purement abstrait, quoi. La nature, c'est un ensemble de lois, c'est un espèce d'esprit des choses, etc. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, non, la nature, bah, c'est des petits ruisseaux, c'est des forêts, c'est des lacs, c'est des montagnes, c'est des tempêtes, c'est des torrents, c'est des chutes d'eau, que sais-je encore. Donc, voilà, donc j'ai étudié d'abord cette espèce de changement, quoi, et en même temps, dans ce changement, disons, le rôle, le fait que... disons, la nature prenne le rôle d'artiste. Parce que, bon, au XVIIIe siècle, il y a, bon, comme on le sait quand même un peu vaguement, toute une série, disons, de travaux sur les jardins, toute une série, disons, de polémiques sur les jardins, en même temps de création, disons, où vraiment l'art des jardins devient quelque chose d'important, quoi. Et ce qui est important en même temps, c'est qu'à un moment donné, disons, bon, il apparaît que pour que l'art des jardins soit véritablement un art libre, un art libéral, ben, il faut qu'il s'inspire de ce qu'on appelait à l'époque les scènes de la nature, quoi. Et c'est bon, il y a des voyageurs, il y a des théoriciens, etc., qui véritablement développent ce thème, à savoir la nature n'est pas simplement un spectacle, la nature est une artiste, mais une artiste d'un genre particulier, puisque c'est une artiste qui ne veut pas faire de l'art. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très très important. Au fond, l'émergence d'une idée de l'art, où on peut dire d'une certaine façon le modèle est donné par ce qui n'est pas de l'art, est donné par une artiste qui fait de l'art parce qu'elle ne veut pas en faire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va être absolument essentiel dans la révolution esthétique, où on le revoit même disons au niveau philosophique, à travers justement toutes les thèses de Schelling ou de Hegel. Quoi. Précisément, l'art est défini comme l'union d'un processus conscient et d'un processus inconscient. Et puis, bon, ça correspond à toute cette évolution du régime esthétique de l'art, où de plus en plus, disons, l'art se constitue en incluant le non-art. Donc voilà, c'est une espèce de début, un petit peu, enfin, de début. En tout cas, c'est un espèce de, disons, d'épisode très, 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 très significatif, que disons que cette espèce d'émergence d'un modèle de l'art qui est donné par quelqu'un qui précisément n'est pas artiste. In dem Zusammenhang sagst du, dass also in dieser Zeit der Landschaft 1790 begann man die Natur oder die Landschaft nicht nur zu malen und nicht nur sie poetisch zu beschreiben, sondern zu einem Gegenstand des Denkens zu machen. Was bedeutet diese Erweiterung? Also das schreibst du hier. Ça tu écris. Peut-être. C'est peut-être mal traduit. Bon, oui, non. Effectivement, ce qui est important à ce moment-là, c'est que, oui, bon, le paysage, c'est pas simplement un spectacle qui est beau. Le paysage, c'est quelque chose comme, c'est un objet de pensée nouveau. Pourquoi ? Parce que, disons, il y a toute une espèce de réflexion, de discussion, qu'est-ce que c'est le paysage ? Le paysage, c'est finalement une certaine
organisation sensible qui est comme le reflet, l'image ou la métaphore d'un ordre social. Bon, et toute la pensée du XVIIIe siècle un petit peu fonctionne là-dessus. Bon, si on pense par exemple aux théories de Burke, à propos disons du beau, bon, toute la critique des jardins français. Bon, les jardins français sont censés être des jardins rectilignes, donc finalement sur le modèle de l'absolutisme royal qui devient bien sûr l'absolutisme révolutionnaire dans ces théories-là. Et puis en face, il y a le jardin anglais. Alors le jardin anglais, ben, il est fait de lignes courbes, il est fait de pentes moelleuses, il est fait de chemins sinueux, voilà. Et bon, et finalement, il est dominé par des grands arbres. Et finalement, le jardin anglais devient quelque chose comme véritablement une image. D'ailleurs, c'est commenté très très souvent, quoi. C'est-à-dire que précisément la monarchie anglaise, quoi, la monarchie libérale anglaise, qu'on oppose bien sûr aux horribles révolutionnaires français, quoi. C'est censé être justement un paysage qui s'est constitué lentement avec le temps et où au fond, les gradations de la société sont un peu comme les dégradés d'ombre et de lumière dans le paysage, où disons la supériorité sociale sont quelque chose un petit peu comme l'ombre des grands arbres qui s'étend un petit peu sur les petits végétaux et ainsi de suite. Bon, il y a ce modèle-là, et bon, lorsqu'éclate la Révolution française, donc il y a Burke qui écrit donc son pamphlet contre la Révolution française, qui deviendra un petit peu une espèce de bible de la contre-révolution, quoi. Voilà, où il dit c'est horrible, disons les Français, bon, ben, tout ce qu'ils peuvent, c'est tailler droit, de la symétrie, couper les têtes, voilà, puis contre ce jardin arrondi à l'anglaise, voilà. Et puis à ce moment-là, il y a d'autres en Angleterre qui disent, mais ce jardin à l'anglaise, arrondi avec ses pentes moelleuses, bon, tout ça, disons, c'est aussi artificiel que les jardins français, quoi. Et bon, ce qu'il faut précisément, c'est s'inspirer de la nature, quoi. S'inspirer de la nature, et dans ces critiques-là, qu'est-ce qui est important dans le travail de la nature, c'est l'idée que la nature ne sélectionne pas. C'est l'idée que la nature, en quelque sorte, justement, n'est plus ce qu'on croyait dans le temps, à savoir une espèce d'instance d'ordre et de régularité, au contraire. Bon, la nature, elle agit un petit peu par accident, elle agit par négligence. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui caractérise son travail? C'est justement le fait qu'elle ne sélectionne pas, qu'elle laisse les végétaux un petit peu se développer à leur idée, quoi. Alors, il y a un théoricien anglais du jardin et du paysage, qui développe justement toute cette idée du travail de la nature. Finalement, tout est lié parce que tout s'en mêle, quoi. Et bon, le fait qu'il y ait des arbres qui étendent leurs branches au milieu du chemin, c'est encore quelque chose qui fait partie d'une espèce de paysage apaisé, qui sert de modèle. Bon, alors, et bon, il y a comme ça toute une espèce de théorie en quelque sorte de la démocratie du paysage, quoi. Et bon, justement, alors ces gens qui sont pas vraiment des révolutionnaires, quoi, mais qui sont quand même un peu moins réactionnaires, disons, que les autres landlords, quoi, justement vont opposer à une époque où, malgré tout, où les propriétaires font enclore, les propriétaires mettent partout des barrières et ainsi de suite, vont opposer à ça une espèce de libéralisme de la nature qui se laisse un petit peu toutes les choses se mêler. Et au fond, avec l'idée, c'est précisément dans la mesure où tout est plus ou moins emmêlé, plus ou moins confus, finalement, que tout marche ensemble. Donc une idée de la cohésion sociale qui est fondée non pas sur l'ordre, mais qui est fondée au contraire sur ce qu'on appelle à l'époque en Angleterre l'intricacy, le fait que tout se mélange, quoi. Et bon, ça c'est quelque chose qui est très très fort, justement dans le contexte révolutionnaire, cette idée d'une espèce au fond de sympathie en quelque sorte un peu universelle des éléments naturels, qui donne un modèle d'une société aussi humaine, qui fonctionne pareil, quoi, qui fonctionne un petit peu par la sympathie et non pas par le pouvoir autoritaire. Also kann man sagen, dass das Reden der Diskurs über die Landschaft, die Auseinandersetzung über die Landschaft ein Vehikel waren, um soziale Vorstellungen zu formulieren und den Streit auf dieser Ebene auszutragen? Also das englische Modell mit anderen Worten eben als Modell einer non-hierarchischen Gesellschaft.
Bon, il y a le modèle, enfin le modèle anglais, je dirais, dominant, qui est le modèle un peu de Burke, quoi, à savoir une société hiérarchique, mais hiérarchique où la hiérarchie est naturelle, quoi, où la hiérarchie, en quelque sorte, voilà, disons, Burke dit presque à peu près qu'ils font que la liberté descend un petit peu justement des hauteurs de la société, jusque dans ses bas, un peu comme la lumière descend en quelque sorte le long des vallons et à l'ombre des grands arbres, quelque chose comme ça. Et puis il y a un modèle qui est un modèle plus anarchique, quoi, qui dit non, finalement, une société bonne, c'est une société où les choses peuvent un peu pousser un peu comme elles veulent. Et précisément, la nature fait pousser les choses comme elles veulent. Et puis, il y a aussi d'autres modèles. À l'époque, il y a notamment la question du paysage sublime, quoi. Le paysage sublime, qu'est-ce qui est intéressant dans les descriptions des paysages sublimes à l'époque, les paysages de Suisse, les paysages de montagne et tout ça, c'est justement une espèce de lien entre élévation et égalité, quoi. C'est-à-dire, si on prend des descriptions un petit peu justement de montagnes, de glaciers à l'époque, on a souvent des espèces de descriptions qui nous montrent comment, voilà, devant ce spectacle sublime de la nature, bon, les hommes se sentent un peu comme élevés au-dessus de leurs conditions normales. Mais élevés au-dessus de leurs conditions normales, ça ne veut pas dire qu'ils se sentent comme des surhommes, ça veut dire au contraire, finalement, qu'ils se sentent comme au-dessus, au-delà, libérés, justement, de toutes les formes sociales de la hiérarchie, quoi. Donc, il y a donc cette espèce de lien intéressant entre, au fond, un paysage qui vous sort en quelque sorte de votre condition normale et en même temps une idée d'égalité. Bon, je cite quelque part dans ce livre un texte d'un écrivain genevois qui est un peu un disciple de Rousseau, quoi. Et il décrit les montagnes, il décrit les glaciers de Grindelwald, donc dans le Berland bernois, donc glaciers sublimes, etc., quoi. Puis au pied de ces glaciers sublimes, il y a ce village où les maisons sont à peu près, disons, semblables et équidistantes, quoi. Avec justement, parce que, disons, c'est des gens qui, bon, devant la sublimité de la nature, n'éprouvent pas le besoin de se distinguer les uns des autres. Voilà, je pense qu'il y a toute une série de modèles, du rapport entre paysage et société qui entrent plus ou moins en dialogue ou éventuellement en conflit. Das war auch meine nächste Frage dann, du schreibst, die Zeit der Landschaft ist die Zeit der Gartenkunst, der französischen Revolution und der Ästhetik. Also du bringst drei Revolutionen in Beziehung zueinander. Meine Frage wäre, welche Rolle die Gestaltung der Landschaft, die Gartenkunst für Revolutionen spielt. Oder wie vielleicht diesen Zusammenhang dieser drei Ebenen, die man ja nicht unbedingt zusammendenkt auf den ersten Blick. Il ne s'agit pas de dire que, disons, l'art du jardinage présuppose à la révolution, mais il s'agit de montrer, oui, il y a comme une espèce de révolution de la sensibilité, une révolution de l'attention en quelque sorte, justement au spectacle de la nature et des petites choses ou des grandes choses de la nature, voilà, qui crée une espèce de forme de sensibilité, bon, qui joue son rôle dans la révolution, qui joue son rôle dans les fêtes révolutionnaires. L'une des sources quand même lointaines aussi de ce temps du paysage, et c'est aussi un texte un petit peu qui m'a poursuivi, qui m'a suivi tout au long de ma carrière, un petit peu depuis une bonne quarantaine d'années maintenant. Ce sont les vers du poète anglais Wordsworth, décrivant son expérience de la Révolution française. Bon, il arrive en France en 1790, donc à l'époque il a 20 ans, quoi. Et il vient en France, on peut dire, pour aller voir les Alpes. Donc son but, lui, c'est un passionné de la montagne, un passionné des paysages, des lacs anglais, etc. Donc il va vraiment, il va en France pour voir les glaciers des Alpes, pour voir les grands spectacles des Alpes. Et puis il arrive en France, il arrive à Calais, c'est le jour de la grande fête révolutionnaire de la Fédération, et voilà, puis il y a les arcs de triomphe, il y a des fleurs partout, etc. Et tout d'un coup, il se met à vraiment voir en quelque sorte comme une espèce de, quasiment disons, d'analogie entre
toutes les formes du paysage, disons, qu'il rencontre, et puis, disons, la révolution. Il y a, voilà, alors il décrit les arbres des chemins, les ombres des arbres, les jeux de la lumière et de l'ombre à travers les arbres. Il décrit un petit peu les vignes de Bourgogne, le bateau comme ça qui glisse un petit peu entre les courbes de la Saône. Et puis on arrive à un endroit où il y a des grandes fêtes révolutionnaires, où tout le monde se serre la main, où, disons, il y a des grands chœurs de la liberté, tout le monde chante ensemble. Donc voilà, il y a comme cette espèce d'immédiate, en quelque sorte, rencontre entre une forme de sensibilité au spectacle, oui, qu'on a en ouvrant les yeux, quoi. Et puis, disons, à ce qui se passe à ce moment-là, comme bouleversement des institutions et de la vie entière d'un État. Là encore, je dirais, il y a quelque chose comme une espèce de révolution qui déborde complètement, simplement, disons, les institutions. Voilà, il y a des espèces de grandes fêtes de la fraternité, et la nature elle-même, en quelque sorte, apparaît comme le lieu même, cette fraternité, apparaît comme l'analogone, au fond, des nouvelles institutions politiques, qui sont d'abord des institutions d'amitié, de fraternité. Bon, voilà, donc je pense qu'il y a toujours ça. Bon, il y a jamais, il ne s'agit pas de dire que l'art du jardinage forme des révolutionnaires. Non, il s'agit de dire qu'une certaine sensibilité à ce qu'on pourrait appeler les sympathies de la nature, quoi, les analogies de la nature, créent une espèce de sensibilité révolutionnaire, quoi. Bon, de même qu'on voit bien que, disons, si on passe à l'époque de la révolution soviétique, il y a toute une forme, disons, un petit peu toute une série de sensibilités qui naissent un petit peu disons, toute une série de formes d'art, des formes du théâtre, des formes de la danse, mais aussi des formes de la photographie, du cinéma, de l'architecture, du design, voilà, qui crée comme une espèce de sensibilité. C'est-à-dire qu'on est à un moment où il y a une espèce de révolution dans les arts, qui est aussi une espèce de révolution dans les gestes, dans le rapport des humains, disons, aux choses matérielles, quoi. Et bon, qui se retrouve dans l'effervescence révolutionnaire, et qui fait qu'effectivement, il y a une espèce de conjonction entre révolution dans les arts et puis révolution sociale et politique. Es ist ja schon, glaube ich, für einen Revolutionär verwunderlich, dass die Gartenkunst in der Theorie darüber auftaucht. Deswegen möchte ich nochmal auf diese Frage hier insistieren. In welcher Form ist die Gartenkunst, oder vielleicht kann man fragen, gäbe es die französische Revolution und die Revolution nehmen wir die französische Revolution ohne Gartenkunst? Also dahinter ist die Frage, in welcher Form eigentlich die Gartenkunst, du hast schon von der Sensibilisierung gesprochen, aber auch indem sie ein Modell entwickelt. Oui, il faut quand même penser à, disons, à l'époque, disons, le poids du mot nature, quoi. Bon, il y a à l'époque, encore une fois, art du jardinage peut vouloir dire des choses complètement différentes, quoi. Il y a une espèce de révolution dans la sensibilité au jardin, dans la sensibilité au paysage, qui fait qu'effectivement, il y a tous ces espèces de jardins nouveaux qui se créent, où en principe c'est la nature elle seule qui agit, la nature elle seule qui parle, qui se donne comme une espèce d'abri pour des humains solidaires, des humains en sympathie, des humains égaux. Voilà, il y a ça que... et bien sûr, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ça crée des révolutionnaires, mais ça crée des formes de sensibilité qu'on retrouve un petit peu, si on pense aussi à toutes ces fêtes, disons, révolutionnaires, où il y a toujours des fleurs partout. Bon, ce qui frappe Wordsworth quand il arrive en France, c'est ça, des arcs de triomphe partout, il y a des fleurs à toutes les fenêtres. Voilà, il y a une espèce tout d'un coup de théâtralisation
de théâtralisation de la nature, à la fois et en même temps, bon, je dirais qu'il s'agit à l'époque de penser des institutions qui sont des institutions conformes à la nature, quoi. Conformes à la nature, et bon, si on pense le rôle de la fraternité à l'époque, je veux dire, si on pense, là on peut dire que la fraternité, elle est, bon, justement, la nature, le paysage, le mode de coexistence des végétaux, des éléments, des matériaux dans le paysage, ça joue un rôle très important aussi dans la formation de certaines idées de la liberté. Vous pensez qu'avant, la liberté, justement, la liberté, tout d'un coup, c'est quelque chose comme une espèce de puissance d'expansion de la nature. Also diese Referenz auf die, also das verstehe ich so, die Referenz auf die Natur gibt ein Argument für eine Revolutionierung der Verhältnisse. Kann man das, also die Gartenkunst hat ja dieses Potenzial, weil sie Kunst ist, oder? So habe ich das verstanden. Kann man das extrapolieren und sagen, dass Kunst eben dieses Moment der Sensibilisierung bringt und damit auch, wie soll ich sagen, der Beförderung von revolutionären Ideen oder Kräftigung von revolutionären Impulsen? Bon, on peut dire ça, il faut penser quand même qu'il s'agit d'une forme d'art, je pense, spécifique, quoi. À savoir que l'art participe justement d'une espèce de révolution beaucoup plus large de la sensibilité, laquelle peut se traduire effectivement sous forme de révolution sociale et politique, mais précisément dans la mesure où il est autre chose que de l'art. Bon, là, encore une fois, ce qui est important dans la question de cette idée de la nature comme artiste, c'est l'idée justement, pas simplement de l'art, disons, préparant la révolution, c'est l'idée justement d'un art que d'un type nouveau, d'un art, parce que, bon, il faut aussi penser, bon, on peut penser à, malgré tout, c'est la même époque où Schiller donc écrit ses lettres sur l'éducation esthétique de l'humanité, où justement, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est que l'expérience de la libre apparence, c'est justement pas l'expérience du produit de l'art, c'est pas l'expérience, et bon, on pense aussi à Kant, quoi, finalement, en face de la beauté, on n'est pas devant le produit de l'art au sens traditionnel du terme. Au sens traditionnel du terme, l'art, c'est la manière de savoir mettre une idée dans des formes matérielles, et c'est ça qu'on admire. Or, avec l'expérience du beau, telle que Kant la formule, telle que Schiller la reprend dans ses lettres, c'est complètement autre chose, quoi. C'est un art qui, justement, est un art des apparences. C'est intéressant, tu dis des apparences, parce que, bon, souvent, les apparences, bien sûr, c'est contraire de la réalité, etc. Bon. Or, il y a quelque chose d'intéressant dans justement, la période révolutionnaire, on se rend compte que les apparences ne sont pas simplement des apparences, quoi. Les apparences, ça veut dire la manière dont des humains se rencontrent, dont des humains, en quelque sorte, font monde ensemble, quoi. Et justement, je rebondis sur cette histoire de l'art des jardins. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Kant l'introduit, parce que c'est Kant qui l'introduit vraiment dans les beaux-arts, hein. Or, il l'introduit non pas comme forme d'architecture, mais comme forme de peinture, avec l'idée finalement que ce qu'on crée, c'est des apparences. Des apparences, ça veut dire d'une certaine façon, oui, la constitution, l'ouverture en quelque sorte à une espèce de monde sensible commun, et pas du tout une espèce de réalisation qu'on va admirer en tant que réalisation. Le jardin, c'est pas de l'architecture, c'est de la peinture, et la peinture, c'est des apparences. Et à cette époque-là, les apparences, ça compte énormément. Dans les révolutions, contrairement à ce qu'on dit souvent, qu'on croit souvent, la révolution est toujours plus ou moins une espèce de révolution de l'apparence. Justement, précisément, ce qui était donné, ce qui était perçu, tout d'un coup s'écroule et il apparaît quelque chose d'autre à la place. On avait un ordre qui était justement hiérarchique, soit hiérarchique, disons, à la française, soit hiérarchique et pastoral à l'anglaise, à la manière de Burke. Et puis tout d'un coup, tout ça vole en éclats d'une certaine façon, quoi. Et voilà, il se crée comme une espèce de nouvel univers d'apparence, et ces apparences sont aussi bien celles du paysage que celles des fêtes révolutionnaires, de la manière dont les gens s'habillent, se parlent, font monde ensemble, et ainsi de suite.
Du erinnerst ja auch in deinem Buch daran, dass diese Periode der Freiheit oder der freien Gestaltung durch Hegel beendet wurde, indem er die Gartenkunst wieder der Architektur zuschlug. Wenn man jetzt von der Gartenkunst absieht und weitergehen will, welche Künste bewahren dieses revolutionäre Moment der Gartenkunst? Heute, meinetwegen. Je ne sais pas si on peut vraiment, disons, faire un rapport avec aujourd'hui. Justement, j'ai dit le temps du paysage, c'est un peu un temps, un temps spécifique. C'est-à-dire, il y a un moment où, bon, dans la vieille classification des beaux-arts, il y a l'art des jardins ou l'art du paysage qui entre. Et puis, il entre, on peut dire, en gros avec la Révolution, ou à peu près, ça ne veut pas dire que c'est la Révolution qui le crée, mais il entre comme témoignage, une espèce de révolution un petit peu de la sensibilité, quoi. Et puis, disons, il disparaît un petit peu, il disparaît aussi un peu avec la Révolution. Bon, et ce qui est significatif, effectivement, c'est la façon dont Hegel traite l'art des jardins. Disons dans l'esthétique. Même si l'esthétique, maintenant, on sait que c'est pas Hegel qui l'a écrite, donc on sait plus très bien ce qui était dans l'esthétique, quoi, dans les cours d'esthétique de Hegel. Mais quand même, enfin, on voit bien que, disons, il est mis à la fin de l'architecture comme une espèce d'appendice de l'architecture. Ça veut dire que véritablement, il est remis dans l'espèce d'ordre ancien. D'ordre ancien, d'où précisément, on peut dire que Kant, pas simplement Kant, mais Kant résumant tout un siècle l'avait fait sortir, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le paysage symbolise la société ou sert d'analogone à la société, de modèle, d'image, quelque sorte. Bon, effectivement, ça se termine un peu avec l'époque révolutionnaire. Donc on voit bien même aujourd'hui, bien sûr, il y a eu de la peinture de paysage, il y a eu des paysages, on aime toujours les paysages, mais on voit bien que lorsqu'on parle aujourd'hui d'écologie, on parle pas de paysage, quoi. On parle des conditions un petit peu de la vie terrestre, on parle un petit peu de sorte d'économie des ressources terrestres, mais on parle pas de paysage, quoi. Disons, on voit bien dans les villes, dans nos villes, on nous met des végétaux, pour absorber du carbone, quoi, pas pour faire paysage. Donc voilà, donc il y a quelque chose effectivement qui ça veut dire que le paysage, c'est pas la nature en général, c'est pas le vert en général, quoi. Disons, on peut être disons dans une ville verte, quoi, sans être dans un temps du paysage. Du willst ja nicht sagen, dass dieses revolutionäre Moment oder dieses gesellschaftlich aufschließende Moment ça va pas? J'ai pas de traduction, je pense que l'heure est passée. Donc. On n'a pas de traduction? Ok. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, elle ne peut plus simultané viennent maintenant. Oui, je sais. Oui, il n'y a plus de traduction simultanée. Oui. Wir machen jetzt einen kleinen Wechsel. Isolde kommt jetzt zu uns und wir machen jetzt konsekutiv. Aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ja. Also genau das hatten wir so vorgesehen nach einer Stunde, dass wir das öffnen, aber wir haben noch ein bisschen, wir können das ja mischen einfach. Okay. Oh, vielen Dank, Isolde. Jetzt machen wir,
So, im Prinzip haben wir jetzt offen ja, aber ich fange vielleicht mal an mit einer Frage. Ich bin ja eigentlich noch gar nicht durch. Ich wollte es noch mal besser fixieren. Also die Zeit der Landschaft, die Gartenkunst hat das schreibst du, entwirft ein Bild einer non-hierarchischen Gesellschaft. Und ich habe das so verstanden, dass das ein revolutionäres Moment auf der Ebene der sinnlichen Wahrnehmung ist. Was diese Weise der Landschaftsgestaltung, schreibst du auch, endet mit Hegel, in dem in der Ästhetik die Landschaftsgestaltung der Architektur zugeschrieben wird. Was mich interessiert, oder ich glaube, was von Interesse ist, auch nicht nur für mich, ist, also eigentlich zwei Fragen. Von der ersten glaube ich nicht, dass du sie positiv beantworten willst. Ist dieses revolutionäre oder dieses utopische Potenzial, was wir hier in der Gartenkunst gesehen haben, als eine der Formen der freien Künste, wie sie etabliert wurden zur Zeit Kants, ist das verloren mit dem Ende der Gartenkunst als Kunst, oder finden wir haben wir eine Übertragung auf andere Formen der Kunst, oder welche Kunstformen im 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert, Tanz, Malerei, Kino, was auch immer, hat oder kann diese Idee eines, oder in welcher dieser Formen kann diese Idee eines utopischen Entwurfs zusammenzuleben weitertragen? Bon, je reprends un peu ce que... Qu'est-ce que je fais? Non, après. Je vais traduire. Bon, donc je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir que, au fond, précisément ce qui transmet cette espèce d'énergie en quelque sorte du nouveau, quoi. Encore une fois, c'est l'art pour autant qu'il est autre chose que l'art, qu'il inclut en quelque sorte le non-art. Bon, c'est pour ça que à la fin de ce livre, j'indique cette espèce de passage, quoi, à savoir que désormais, ce qui va peut-être jouer le rôle de la nature comme artiste d'un genre nouveau, comme artiste qui n'est pas artiste, c'est la technique, quoi. C'est la technique, et d'où le rôle effectivement que vont avoir tous les arts décoratifs, les arts du design, mais que vont avoir aussi les arts mécaniques, la photographie, le cinéma. Pareil, dans l'idée de créer quelque chose comme des formes de perception nouvelles, des manières nouvelles de construire un monde commun, des manière nouvelle d'être ensemble, quoi. Bon, on peut prendre toute la tradition un petit peu des arts décoratifs depuis l'époque de Ruskin jusqu'à la Révolution soviétique, en passant par le Werkbund, le Bauhaus, etc. Voilà, il y a l'idée de créer quelque chose comme des formes de vie nouvelles, quoi. Bon, si on peut penser au rôle que peut avoir le cinéma comme l'art qui est à la fois fondé sur la technique et en même temps un art qu'on peut dire entièrement démocratique. Bon, on peut penser au rôle qu'a la photographie. Donc, précisément, ce qui est intéressant peut-être, c'est que les arts qui jouent ce rôle sont pas comme on l'a dit souvent, les arts bien fermés sur eux-mêmes, quoi. La peinture, la musique, disons les arts traditionnels, disons ceux qui jouent un peu un rôle
formes de sensibilité nouvelles et éventuellement donc de ferments révolutionnaires, ce sont précisément les arts qui sortent un petit peu de leur rôle, qui se mélangent les uns avec les autres. Bon, quand les peintres, on peut penser à la révolution soviétique, quoi. Quand les peintres se mettent à faire des posters, se mettent à faire de la signalisation urbaine, se mettent à faire du mobilier pour les clubs ouvriers ou que sais-je. Voilà, ou bien quand le théâtre crée des formes de performance qui sont plus justement dans la tradition normale du théâtre, mais comme une espèce de manière nouvelle dont les corps ont d'être ensemble. Ja, also ich komme wieder ein bisschen auf das zurück, was ich zuerst gesagt habe. Diese Art von neuer Energie besteht insofern, als es sich um eine Art von Kunst handelt, die eben nicht Kunst ist. Das schreibe ich eben am Ende dieses Buches, diesen Übergang, dass seither die Rolle, die die Natur spielt, de facto eine Art von Technik ist. Das heißt, dass es Künste hier gibt, die zum Beispiel die Künste der Dekoration sind, des Designs, des Fotos, des Films, dass die von einer neuen Idee oder von der Idee einer neuen Form von Kunst ausgehen, einer neuen Art zu leben auch, einer neuen Wahrnehmung, und eben der Schaffung einer neuen gemeinsamen Welt. Wenn man sich zum Beispiel Ruskin anschaut, die sowjetische Revolution anschaut, Werkbund, Bauhaus, diese ganzen Dinge, die dann eben zu einer neuen Art von Leben führen. Und das wird genau von Künsten übernommen, die eben zum Beispiel Fotografie, die nicht auf sich selbst bezogen sind, vollkommen abgeschlossen sind wie Malerei und Kunst, sondern die sich eben mischen mit anderen Arten von Kunst, zum Beispiel Maler in der Sowjetunion, die dann auf einmal Poster malen oder Möbel schaffen für irgendwelche Arbeiterclubs oder Theater, das eine andere Art von Darstellung bringt als nur diese klassischen Theaterstücke. Ich schaue fasziniert auf das Papier hier von der Isolde, da sind irgendwelche Zeichen und da hat sie den ganzen Text. Also wir sind offen, also wir können alle jetzt diskutieren. Haben wir ein Mikrofon im Saal? Hier vorne gleich. Kann man das Licht ein bisschen runtergeben, dass man sich sieht? Ja, guten Tag. Mein Name ist Nushin Arslan. Ich habe eine sehr provokative Frage, und zwar, was ist der Unterschied von diesem Vortrag zu einem kunsthistorischen Vortrag? Ich sage Ihnen gleich, was der Unterschied ist. Bei einem kunsthistorischen Vortrag sieht man dann am Beispiel von einem Bild, das und das ist das Zeichen von dem und von diesem Unterschied, gesellschaftlichen Unterschied, der sich auf dem Bild jetzt zeigt oder auf der Architektur zeigt. Ich verstehe nicht, was da jetzt, warum wir da nichts gesehen haben. Als Beispiel zu den Landschaftsbildern und so weiter und was da gezeigt wurde. Das ist ein bisschen eine Schwäche, eine große Schwäche eigentlich. Eine große Schwäche. Soll ich wer sein da? Okay, ja. Tu veux répondre? J'avais apporté disons, sur une clé d'USB, un certain nombre de paysages, si on me demandait de les montrer, mais on ne me l'a pas demandé. Also eigentlich habe ich auf einem Stick ohnehin ein paar Bilder mitgebracht und ich hätte sie Ihnen auch gezeigt, wenn man mir gesagt hätte, dass ich sie Ihnen zeigen soll, aber man hat mir es nicht gesagt. Bitte, ich kann nur dahin zeigen, die braune Hemd oder ja. Danke. Wo war's? Sie hatten die Beispiele gebracht zwischen der einmal Revolution der Gartenlandschaft zum Beispiel und dann der Französischen Revolution. Wie können diese beiden Formen der Revolution denn überhaupt in eine Parallele gebracht werden, wenn die Revolution der Gartenlandschaft etwas war, was ja exklusiv... Also, wie können diese beiden Formen der Revolution denn überhaupt in einen Bezug zueinander gebracht werden, wenn die Revolution der Gartenlandschaft etwas war, was ja exklusiv nur der feudalen Klasse
zugestanden wurde und auch nur innerhalb dieser stattgefunden hat. Und die Revolution, die französische Revolution etwas war, was ja nur innerhalb der unteren Klassen stattgefunden hat und ja auch bis zuletzt von der feudalen Klasse kaum gesehen wurde. Oui, bon, pour ce qui est encore une fois, j'ai pas parlé simplement de l'art du jardinage en tant que l'art, disons, des propriétaires qui aménagent leur jardin, mais disons, de la sensibilité nouvelle au paysage, quoi. Et bon, cette sensibilité nouvelle au paysage, bien sûr, elle est exprimée en général par des gens éventuellement qui sont d'un milieu social élevé. Mais il faut penser aussi que le contexte de la Révolution, oui, enfin, c'est justement le contexte, une espèce de rêve un petit peu de la fraternité, c'est-à-dire de l'abolition de la hiérarchie, quoi. Bon, il y a dans la Révolution française, il y a cette nuit célèbre, bon, la nuit du 4 août, où les aristocrates, disons, décrètent l'abolition des droits féodaux. Voilà, il y a une espèce, on est dans un moment où précisément la révolution, c'est pas, disons, la lutte des classes, c'est pas la lutte des classes, disons, style révolution soviétique, quoi. Où la révolution, c'est véritablement quelque chose, et ça c'est quelque chose qui est très fort et qu'on retrouve dans beaucoup de moments révolutionnaires, cette idée de la révolution comme justement la forme qui va abolir disons, les différences, les hiérarchies sociales, le regard méprisant disons, de celui qui est en haut sur celui qui est en bas. Bon, il y a tout cet aspect-là qui est très très fort dans la révolution de 1789, dans beaucoup de révolutions. Bon, si je parle que de la France en 1848, c'est pareil. Donc c'est quelque chose, on pense un peu trop souvent la révolution comme les pauvres contre les riches, les prolétaires contre les bourgeois, mais la révolution, ça a été aussi, disons, les révolutions, je dirais, concrètes, quoi. Pas les révolutions en tant que, disons, programmées dans les textes, dans les théories révolutionnaires, mais les révolutions concrètes ont été beaucoup des révolutions de la fraternité, des révolutions qui disent il n'y a plus de classe sociale. Bon, quand j'ai travaillé justement sur l'émancipation ouvrière au XIXe siècle, bon, j'étais justement frappé par ces gens qui disent, on leur dit vous êtes des révoltés, ils disent non, on n'est pas des révoltés. On n'est pas des révoltés. D'une certaine façon, voilà, il y a une espèce de volonté, non pas tellement disons de renverser l'ordre des choses, que de renverser l'ordre inégalitaire, ce qui est différent, quoi. C'est pas de renverser les positions, mais de créer un monde où, disons, ces positions n'existent plus, quoi. Ja, ich habe ja nicht nur über die Gartenkunst gesprochen als eine Kunst von irgendwelchen Eigentümern, die da irgendwelche Dinge zum Ausdruck bringen, sondern ich habe über Gartenkunst gesprochen als eine neue Form der Sensibilität gegenüber der Landschaft. Klar wurde diese Art von Gartenkunst natürlich unter Umständen eher von den höheren Klassen zum Ausdruck gebracht. Aber vor dem Hintergrund der Revolution war es ja doch so, dass es sich hier einen Traum ging, um die Abschaffung von Hierarchie. Es gab in der Revolution dann auch diese berühmte Nacht des 4. August, wo die Aristokraten selbst die Feudalrechte abschaffen wollten. Und dieser Traum bestand jetzt nicht unbedingt in einem Klassenkampf, also in einem Klassenkampf, wie das zum Beispiel in der Sowjetunion der Fall war, sondern es ging um eine sehr starke Idee, nämlich um diese Idee, dass die Revolution etwas ist, was alle Unterschiede
beseitigt, was Hierarchien abschaffen wird. Das war der Fall bei der Revolution von 1789, aber auch bei der Revolution von 1848. Es ging also nicht in erster Linie um Arm gegen Reich oder Proletarier gegen Bürger, sondern es ging um diese konkrete Revolution und um die Abschaffung der sozialen Klassen. Ich war sehr erstaunt, dass ich im 19. Jahrhundert, als ich an dieser revolutionären Arbeiterbewegung gearbeitet habe, festgestellt habe, dass die Menschen damals nicht gesagt haben, wir sind Revolutionäre und dass es nicht um die Welt darum ging, die Situation der Dinge an sich abzuschaffen, sondern darum, um eine andere Welt, eine gemeinsame Welt zu schaffen. Hier, war das vielleicht da hinten und dann hier vorne, bitte. Ich wollte fragen, ob Sie noch mal kurz was sagen könnten zum Verhältnis der Begriffe Natur und Landschaft. Oui, bon, disons, dans le concept du paysage, je dirais, bon, le temps du paysage, c'est véritablement le temps d'une espèce de pensée nouvelle de la nature. Pensée nouvelle de la nature, où la nature n'est plus justement l'ordre intérieur, n'est plus la loi, n'est plus la régularité, mais où la nature est une espèce de puissance de liberté, quoi. Et bon, c'est le moment, un grand moment justement de l'opposition entre justement la nature et bon et l'artifice. Bon, tout ce siècle-là, c'est un siècle, disons, où justement la nature est pensée comme une espèce de puissance de liberté, la puissance qui ne connaît pas justement les artifices, qui ne connaît pas les barrières. Bon, et voilà, bon, les propriétaires mettent des barrières, mais la nature, elle, n'a pas de barrières. Bon, disons, l'ordre social est fondé sur l'irrégularité, mais la nature, elle, est une espèce de puissance d'irrégularité. Donc voilà, je pense que le paysage naît, enfin le paysage comme concept, quoi, comme idée comme forme de coexistence, quoi. Comme forme de coexistence naît dans ce contexte d'une idée de la nature, encore une fois, comme une espèce d'art, disons de puissance d'art, qui en même temps est, disons, est précisément le contraire de l'art, une espèce de puissance de développement spontané. Et voilà, donc il y a ce lien très très fort qui est fait entre nature et liberté, et le paysage témoigne de ça. Le paysage témoigne de ce moment justement où la nature est pensée comme une espèce de puissance un peu autonome, de puissance de développement autonome. Et en même temps, il y a quand même une espèce d'idée, je dirais, un peu d'infinitisation. C'est-à-dire que les descriptions de la nature, ce qui est toujours important dans le paysage, c'est que le paysage, en quelque sorte, ouvre toujours sur quelque chose de plus que lui-même. Le paysage est quelque chose à la fois comme une espèce de manifestation de l'art de la nature, et en même temps une espèce d'ouverture, que ce soit même dans l'art des parcs. Ce qui est important, c'est qu'on voit jamais le terme, qu'on voit jamais la source des cascades, qu'on voit jamais le bout du lac. Et bien sûr, dans le sublime, c'est encore plus, puisque dans le sublime, il y a l'idée que justement la nature, en quelque sorte, est une espèce de puissance qu'on n'arrive pas à appréhender, qui va nous tirer un peu au-delà. Donc voilà, il y a ce moment spécifique, je dirais, dans l'idée de nature, qui est pas l'idée ancienne, qui n'est pas non plus, disons, l'idée de nature telle que la fondent les sciences physiques, par exemple. C'est vraiment la nature comme personnage, comme une espèce d'acteur libre, qui donne une espèce de modèle de l'acteur libre, et c'est ça qui se déploie dans le paysage. Ich würde sagen, dass die Kunst der Landschaft und die Zeit der Landschaft eine bestimmte Zeit ist, eines neuen Denkens,
der Natur. Das heißt, Natur ist zu diesem Zeitpunkt keine Art von Gesetzmäßigkeit, nichts Rigides mehr, sondern Natur entspricht im Denken einer freien Macht. Natur wird dann als Gegenteil von etwas Künstlichem gedacht. Natürlich gibt es dann eben diese Eigentümer, die irgendwelche Barrieren oder irgendwelche Grenzen errichten, aber die Natur überwindet diese Grenzen und Landschaft ist eine Form der Koexistenz. Und Natur ist, so verstanden, eine Macht der Kunst, ohne jetzt Kunst zu sein, also der nicht Kunst. Und da wird eben diese starke Verbindung hergestellt zwischen Natur und Freiheit und die Landschaft zeugt genau von diesem Augenblick, von dieser Zeit der Entwicklung einer autonomen Natur, einer autonomen Macht. Und Landschaft eröffnet immer den Blick auf irgendetwas Größeres, als die Landschaft an sich ist. Also wenn Sie zum Beispiel die Parkkunst anschauen, da sehen Sie dann niemals die Ursprünge, Sie sehen nicht, wo die Quelle ihren Ursprung hat, Sie sehen nicht, wo der See herkommt, wo die Wasserfälle herkommen. Und da kommt dann eben auch dieses Sublime ins Spiel, dass Natur etwas Unfassbares ist. Und da haben wir dann diese Zeit, diese spezifische Zeit für diese Entwicklung dieses Gedankens, wo Natur wahrgenommen wird als freier Schauspieler oder Darsteller von etwas Größerem. Ich glaube, hier vorne müssen wir nochmal herkommen mit dem. Ja. Und dann der. Ja. Vielen Dank für dieses Gartenbuch, das hat mir sehr gut gefallen. Und da tritt in diesem Buch, scheint mir, Natur in zwei spannungsreichen Rollen auf. Nämlich einmal ist sie die große Kraft der Inklusion. Also Natur macht keine Unterschiede, jeder bekommt seinen Raum. Auch die einfachen Arbeiter werden plötzlich auf Landschaftsbildern abgebildet. Aber auf der anderen Seite ist Natur auch die Kraft, die einen aus seiner gesellschaftlichen Position raushebt. Man kommt ins Schweben vor Naturlandschaft. Und meine Frage ist, in welchem Verhältnis steht einmal die Natur, vor der man abhebt, die einen aus seiner Position raushebt, zu der Natur, die die Sympathie darstellt, die die große Vereinigung schafft? Bon, je pense que ce sont, je dirais, des idées de la nature à l'œuvre qui coexistent et qui ne sont pas forcément, disons, en harmonie l'une avec l'autre. Mais bon, d'une certaine façon, c'est l'époque du beau et du sublime, quoi. D'une certaine façon, la nature se donne comme une certaine beauté qui est liée, on peut dire, au fait de tout accepter, de tout tenir ensemble, de ne pas sélectionner. Donc la nature fonctionne effectivement, on peut dire, si on peut en termes politiques, disons, comme une espèce de puissance démocratique, quoi. Et puis, disons, par ailleurs, bon, effectivement, il y a ces images de la nature comme la puissance qui vous élève au-delà de vous-même, quoi. Bon, qui va éventuellement se prendre corps dans des disons, dans des œuvres comme disons, la tragédie d'Empédocle de Hölderlin, quoi. La nature sublime comme enseignant le communisme. On pourrait presque dire d'une certaine façon que, là je caricature un peu, qu'il y a une espèce de nature de la diversité, du mélange, etc., dont on pourrait dire qu'elle est une nature démocratique, quoi. Et puis une nature du sublime, dont on pourrait dire qu'elle est une nature communiste. Mais bon, je veux dire que les deux, disons, les deux discours, en quelque sorte, sont plus ou moins proférés ensemble. C'est pas exactement toujours la même nature dont il s'agit, quoi. Bon, mais les deux discours. Et dans les deux cas, en quelque sorte, la nature fonctionne comme une instance d'égalité. Soit disons sous la forme, disons, du mélange, de la non-sélection, du libre développement, ou disons comme une puissance d'égalité sous la forme d'une espèce
soulèvement en quelque sorte au-dessus justement du monde de l'inégalité. Mais encore une fois, bon, c'est voilà, moi, disons, j'essaye de rendre compte de la coexistence de ces deux idées de la nature, bon, qui sont pas forcément, vont pas forcément se coordonner, quoi. Also ich würde sagen, dass beide Ideen nebeneinander existieren und ich würde nicht sagen, dass die eine jetzt vorherrschend ist gegenüber der anderen. Die sind nicht unbedingt auch immer in Harmonie, diese beiden Diskurse miteinander. Auf der einen Seite wird Natur eben gesehen als Schönheit, als etwas, das alles umfasst, das nicht selektiert. Wir sind auch in dieser Zeit des Schönen, des Guten. Und auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt politisch ausdrücke, würde ich sagen, dass Natur gesehen wird, das ist der zweite Diskurs, als demokratische Macht. Natur auf der anderen Seite wieder als das, was einen über einen selbst erhebt, haben wir bei Empedokles von Hölderlin. Und wenn ich das jetzt wirklich übertreibe, dann würde ich sagen, dass Natur auch gesehen wird als Lehrmeisterin des Kommunismus. Auf der anderen Seite haben wir wieder diese sublime Natur, die kommunistische Natur. Und diese beiden Diskurse koexistieren miteinander. Man spricht auch nicht immer von der gleichen Natur, aber Natur wird eben wahrgenommen als die Macht einerseits der Gleichheit und andererseits als die Macht, die einen über einen selbst erhebt. Und wie gesagt, die beiden existieren miteinander, koexistieren, sind aber nicht unbedingt immer in Harmonie miteinander. Vorne war eine Frage, oder? Vieles. Sie haben einiges, was ich fragen wollte, vorhin schon beantwortet. Die Frage ist, die Ästhetisierung der Landschaft wird hier als sozusagen als Grundbedingung angenommen, dass es für alle Menschen die Landschaft jene Komponenten enthält, die sie als Erweiterung ihrer ästhetischen Theorie in die Landschaft implizieren. Ist das eine Conditio Humanae oder hat das historisch einen Beginn, die Ästhetisierung der Landschaft, in der Form wir sie hier in ihrer philosophischen Betrachtung instrumentalisieren oder verwenden? Bon, disons que les présuppositions, on peut toujours en avoir soi-même, mais disons que j'ai essayé un petit peu, j'ai toujours essayé de comprendre un petit peu cette espèce d'analogie qui a toujours existé entre finalement un certain type de paysage et puis disons un certain type de société, un certain type de révolution. Bon, disons moi, quand j'avais 20 ans, il y avait quelque chose qui s'appelait la révolution cubaine. Et la révolution cubaine, bon, à l'époque, c'était quelque chose, voilà, comme la révolution des tropiques, quoi. C'était la révolution du soleil, quoi. Bon, disons, à un moment où, malgré tout, bon, la révolution russe, disons, précisément, apparaissait définitivement un peu comme la révolution, disons, du gel, du froid, disons, de la grisaille, voilà, tout d'un coup, il y avait cette espèce de révolution du soleil, quoi. Alors, ça a l'air un peu anecdotique, bien sûr, quoi. Mais voilà, il y a quelques, j'ai toujours suivi un petit peu ce fil rouge, quoi. À savoir comment, justement, un certain type de coexistence, un certain type de, disons, une certaine configuration en quelque sorte de ce qui est donné à voir dans le paysage fonctionne comme une espèce de métaphore ou d'image d'un ordre social, quoi. Alors, effectivement, il y a, disons, la période que j'ai étudiée, c'est un lien qui s'impose absolument. C'est pas moi qui l'invente, quoi. C'est-à-dire, il y a
effectivement, la même année, il y a un philosophe anglais qui dit, disons, le vrai paysage libre, c'est la monarchie anglaise, la monarchie anglaise. Et puis, il y a un jeune poète également anglais qui arrive et qui trouve le même paysage, le même paysage physique, sensible, à savoir, bon, comme ça, des vallonnements, des courbes libres, disons, des routes sinueuses, des jeux de lumière et d'ombre. Voilà, il y en a un qui dit, ça, c'est le paysage de la bonne monarchie libérale anglaise que les révolutionnaires détruisent, et l'autre qui dit ça, c'est le paysage de la Révolution, quoi. Donc voilà, il y a cette espèce de bon, mais encore une fois, bon, c'est quelque chose qui fonctionne qui a fonctionné vraiment de manière massive à une certaine époque, à un certain moment, et époque, ça ne veut pas seulement dire dans le passé, quoi. C'est-à-dire que ça a aussi défini une époque, quoi. Disons, une société, c'est comme un jardin, quoi. Bon, disons, lorsque la révolution cubaine arrive, c'est pas qu'on pense que la société est comme un jardin, non, c'est pas ça. C'est qu'on associe en quelque sorte, un certain type de décor à une manière d'être ensemble, quoi. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est qui n'est pas simplement, à mon avis, de l'ordre de, voilà, un petit peu de la fantaisie, la fantasmagorie, quoi. C'est-à-dire, il y a, disons, toujours, pour moi, c'était, disons, au centre de mes préoccupations, la façon dont l'égalité et l'inégalité s'inscrivent en quelque sorte comme des données sensibles. Alors, données sensibles, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes, quoi. Mais en particulier, effectivement, ça s'inscrit comme une espèce de lumière commune, de manière, disons, de terrain commun, de manière, voilà, de manière d'être ensemble. Donc voilà, moi c'est quelque chose. Bon, c'est quelque chose d'un système d'analogie que j'ai essayé de comprendre, justement, non pas pour l'absolutiser, mais pour voir comment ça traduit ce qui, moi, est ma préoccupation, à savoir la façon dont égalité et inégalité sont pas des mesures, quoi, sont pas des mesures de grandeur, mais égalité et inégalité sont en quelque sorte comme des caractéristiques de mondes sensibles, disons, différents. Wissen Sie, man kann natürlich Annahmen haben oder nicht Annahmen haben, aber ich habe immer versucht zu verstehen, welche Analogie es gibt zwischen der Landschaft oder der Zeit einer Landschaft und einer gesellschaftlichen Revolution, einer gesellschaftlichen Realität oder zum Beispiel einer Revolution. Es gab damals, so wie ich 20 war, eine Revolution in Kuba. Damals galt das als die Revolution der Sonne. Das war dann damals auch der Zeitpunkt, wo man dann die russische Revolution endgültig einmal als die Revolution der Kälte, des Eises, der Gletscher und so weiter wahrgenommen hat, während man in Kuba einfach die Revolution der Sonne, da hat man sich gesagt, okay, jetzt gibt es dort. Und das war genau dieser rote Faden, dem ich da immer gefolgt bin, nämlich festzustellen, was in einer Landschaft als Metapher für die soziale Ordnung existiert. Das habe ich versucht zu verstehen. Das war jetzt auch nicht nur meine Sache, sondern es gab da auch englische Philosophen, die darüber geschrieben haben, wohingegen das natürlich auch eine gewisse Ansichtssache war. Es gab einen englischen Philosophen, der gefunden hat, dass diese wunderschönen Parks, die verschlungenen Wege, die sanften Bäche und so weiter, eine perfekte Metapher für die liberale englische Monarchie sind, während der andere wieder gesagt hat, dass das alles eine Landschaft der Revolution ist. Also das war damals sozusagen in der Zeit. Wir haben alle daran gearbeitet und man hat sozusagen Gesellschaft und Garten gleichgesetzt und versucht, die Analogien dabei festzustellen und hat eben diese Verbindung versucht herzustellen zwischen einer gesellschaftlichen Realität und der Gartenkunst. Und das war jetzt, glaube ich, nicht nur eine Spinnerei von mir, sondern eine Art und Weise, Gleichheit oder Ungleichheit als Sinneserfahrung wahrzunehmen. Nämlich als Sinneserfahrung, die wir alle teilen miteinander, wie zum Beispiel gemeinsames Licht oder unsere Koexistenz. Und das ist eben ein System von Analogien, das ich versucht habe zu verstehen und wo ich versucht habe,
Gleichheit und Ungleichheit nicht als ein Maß wahrzunehmen, sondern als Kategorien einer Sinneserfahrung. Jetzt haben wir noch eine kurze Frage, weil wir sind am Ende. Und eine kurze Antwort. Dankeschön. Ich wollte Sie nur gerne fragen, Sie haben den 4. August erwähnt während der Revolution, wo die feudale... Ich verstehe Sie nicht nochmal. Aber Sie haben den 4. August während der Revolution erwähnt, wo die feudale Klasse selbst an der Aufhebung ihrer Privilegien gearbeitet hätte oder vorgeschlagen hätten im Vergleich zur russischen Revolution, wo das ja sicher nicht der Fall war. Können Sie darauf noch einmal kurz eingehen, weil ich glaube, hier ist es wenig bewusst und wenn man nicht Historiker ist, schon gar nicht und mir auch nicht, danke. Was wollten Sie in Bezug auf die russische Revolution wissen? Nein, weil es gab doch den Vergleich zur russischen Revolution, wo die feudale Klasse nicht an der eigenen Aufhebung sozusagen mitgewirkt hätte. Disons la révolution, bon, bien sûr la révolution russe, disons, intervient, alors qu'en principe, bon, le servage a déjà été aboli en Russie en 1861. Donc, d'une certaine façon, bon, la question révolutionnaire se présente pas à l'époque, disons, de la même manière que, disons, pour ce qui est de la France de 1789. En principe, il y a plus de droits féodaux dans la Russie de 1917, quoi. Mais en revanche, il y a la question de la propriété de la terre, quoi. Non, mais ce qui est effectivement, mais ça c'est une chose. Mais l'autre chose, disons, c'est que effectivement, par rapport, disons, un petit peu aux révolutions du 18e, 19e siècle, la révolution russe, on peut dire, ne se présente pas comme une révolution de la fraternité, quoi. Même s'il y a, bon, bah, disons, si on pense un peu après février, il y a une espèce de, disons, un peu d'effervescence collective, etc. Mais en tout cas, bon, il y a pas, on n'est plus dans ces espèces de révolution de la fraternité, bon, comme on a vu notamment dans les révolutions françaises de 89, 1830, 1848, où toujours vraiment est mis en avant. Bon, on connaît le célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, où justement, bon, il y a toutes les classes en quelque sorte qui sont réunies, quoi. Alors bon, disons, il est clair que depuis le début, en quelque sorte, disons, l'imaginaire de la révolution russe est complètement différent de cet imaginaire. Bon, bien sûr, il en est différent aussi parce que disons, les dirigeants révolutionnaires ont dit, bon, ça suffit, la fraternité, on a vu ce que c'était, bon, disons, on en a pris plein la gueule avec la fraternité, bon, on les a embrassés et puis ils nous ont fusillés, quoi. Donc voilà, bien sûr, il y a cet aspect-là aussi qui compte. Mais en plus, bon, disons, il y a le rôle des partis révolutionnaires organisés, qui est quelque chose de nouveau, qui se fonde sur une expérience justement qui dit la fraternité. Bon, déjà en 1848, il y a bon, c'est Blanqui qui écrit à la fin de la Révolution de 1848 en disant, bon, maintenant c'est fini ces histoires d'arbres de la liberté qu'on va planter ensemble, de grandes fêtes comme ça, un peu solidaires et unanimistes. Voilà, c'est fini, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu effectivement la Révolution russe hérite de ça, quoi. Ja, also ich würde sagen, die russische Revolution hat sich einfach in der Vorstellungswelt ganz anders präsentiert als die französische Revolution. 1861 wurde ja schon in Russland die Leibeigenschaft abgeschafft und insofern gab es ja auch keine Feudalrechte mehr in Russland. Entschuldigung. Das war anders, 1789. Es gab aber weiterhin natürlich das Grundeigentum in Russland. Und im Vergleich zu den Revolutionen vom 18. und 19. Jahrhundert würde ich sagen, dass die russische Revolution keine Revolution der Brüderlichkeit war, auch wenn in der Februarrevolution da so kleine Anklänge waren. Im Unterschied zu diesen französischen Revolutionen, diesem Gemälde von Delacroix, wo alle Klassen gemeinsam dargestellt werden. Ich würde sagen, die Vorstellungswelt der russischen Revolution ist eine ganz andere. Brüderlichkeit hat sich, glaube ich, wirklich auf einen Kuss und dann auf erschossen werden beschränkt. Und, aber schon auch in der französischen Revolution 1848 war es so, dass man eigentlich nicht mehr so diese Brüderlichkeit hervorgestrichen hat, nicht mehr gemeinsam Bäume der Freiheit gepflanzt hat und so weiter. Also ich würde sagen, dass auch die Parteien,
die sich da herausgebildet haben und die Tatsache, dass eine Partei eine Revolution führt, ein ganz ein eklatanter Unterschied war. Wir sind zum Schluss gekommen. Ich möchte mich verabschieden von Ihnen und Ihnen danken für Ihre, geht keine Frage mehr, und Ihnen danken für Ihre Zeit. Ich möchte vor allem auch Isolde danken für Ihre Übersetzung. Es ist wirklich Schwerarbeit. Isolde, vielen Dank. Und natürlich unserem Gast Jacques Rancière für die 2 Stunden, die er uns heute geschenkt hat. Das Buch, über das wir heute geredet haben, unter anderem, das könnt ihr vorne erwerben mit einem wunderbaren Rabatt und mit einer Signatur von Jacques. Das ist doch was. Vielen Dank. Ciao.